Bonjour, merci à vous d'être là. Je suis Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction de Télérama, et je suis très fière d'animer aujourd'hui un débat organisé par le Festival d'Avignon Télérama et le Festival de Cannes, et qui rassemble, qui réunit pour une rencontre débat, au bout de laquelle vous pourrez poser quelques questions aux impétrants, les deux plus grands patrons de festivals de cinéma et de théâtre au monde. Et que, pour la première fois en plus, c'est historique, et que le monde entier nous envie. Je remercie particulièrement Thierry, vous aussi Olivier bien entendu, mais vous êtes la puissance invitante. Je remercie Thierry qui, sitôt son festival terminé et le palmarès révélé, a pris sa petite voiture pour venir nous rejoindre. Merci d'être là. Mais peut-être qu'il vous devait bien ça, Olivier, parce que est-ce que le fait d'avoir mis le festival de mai à juillet, aux dates même du Festival d'Avignon, vous a causé une néfaste concurrence, aussi bien d'un point de vue public que d'un point de vue médiatique? Non. Non, et puis Thierry a eu vraiment la gentillesse de me prévenir pour que je ne l'apprenne pas par les médias. Et non, sincèrement, non. D'abord, il n'y a jamais eu de concurrence entre Cannes et Avignon. Mais là, c'est à la même date. Oui, mais même à la même date, évidemment, on a des procédures qui sont très différentes, des publics qui sont très différents. Mais par contre, c'est vrai que ça a posé une question à vous, je veux dire aux journalistes, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous deviez être à la fois à Cannes et à la fois à Avignon, ce qui était techniquement un peu difficile. Et en plus, il y a une grande tradition cinématographique à Avignon, puisque Jean Vilar lui-même avait fait appel à Jacques Robert en 1976. On a vu dans la cour d'honneur la chinoise, on a vu Intolérance, on a vu... et nous avons chaque année un très beau programme qui s'appelle le territoire cinématographique, notamment avec les Utopias, qui est un très beau programme dont on est très fiers, d'autant plus que très souvent, évidemment, il y a des passerelles qui se créent entre ce qu'on a sur les plateaux et ce qu'il y a sur les écrans. Alors, tous les deux, vous dirigez les plus grands festivals, mais aussi quasiment les plus vieux en Europe. Je crois que Venise est un peu plus ancien. Alors, comment on devient patron de festival, Thierry Frémaux? Même si votre titre, c'est délégué général. Oui. D'abord, on n'est pas les plus grands patrons, on est des festivals, on est les patrons des plus grands festivals. Mais bravo pour cette modestie. Non, bah non, c'est vrai. Écoute, j'ai Jacques Chiffolo qui est en face de moi. Et Jacques Chiffolo est que j'ai plaisir à voir et à saluer. Était l'un de mes maîtres à l'université. Il habitait déjà à Avignon. Il venait donner des cours à Lyon. C'est un médiéviste. Et il m'a aussi, lui, comme d'autres, donné le goût de ce qui fait que le cinéma était une manière d'apprendre le monde. Et il m'a poussé d'ailleurs, quand je me destinais plutôt à une thèse d'histoire industrielle. L'équipe autour d'Yves Lequin était très forte en matière d'histoire sociale et économique du 19e. Et il fait partie de ceux qui m'ont dit non mais vas-y, travaille sur la cinéphilie. Donc j'ai commencé à la fac à travailler sur l'histoire de Positif, la revue qui était née à Lyon, histoire de faire une recherche sur une autre génération intellectuelle que celle des cahiers du cinéma, qui d'une certaine façon était beaucoup plus exemplaire de ce qu'a été le mouvement cinéphilique. C'est-à-dire que la génération des Truffaut, Godard, Rivette, Romer, Chabrol était tellement exceptionnelle à tous égards qu'elle n'en était pas complètement représentative. Elle était plus un emblème qu'un exemple. Et puis après, voilà, j'ai continué à faire ma thèse et on me disait pendant... Et du judo. Et du judo, et j'étais professeur de judo, je l'ai raconté là il n'y a pas longtemps dans un livre. Dans un livre, oui. Et les deux m'ont conduit à ça et à l'Institut Lumière. Et donc je rencontre Bertrand Tavernier, notre cher Bertrand, Françoise, en 82, pile le jour de la conférence de presse qui annonce la création de l'Institut Lumière. Je le rencontre, je lui demande s'ils n'ont pas besoin de bénévoles, parce qu'à l'époque, c'est pour ça que j'ai toujours gardé un certain goût pour les stagiaires, pour les bénévoles, pour une sorte
d'esclavagisation volontaire des jeunes gens. Parce que moi, je l'ai fait pendant 10 ans. Alors, je gagnais ma vie en donnant des cours de judo, mais on ne se posait pas la question d'un contrat de travail. Donc, j'avais un camion en plus. Alors, comme j'avais un camion, j'allais chercher des copies de films pour agrémenter les archives de l'Institut Lumière. Et puis un jour, et je savais que ça allait me tomber dessus, Gilles Jacob a fait... D'abord, la Cinémathèque française a fait appel à moi. Et j'ai pas voulu y aller. Je pensais qu'il y avait mieux à faire à Lyon. Et je voulais pas quitter Bertrand Tavernier et Bernard Charder. Et, qui dirigeait l'Institut Lumière. Voilà, qui avait fondé Positif en 52 et qui avait été le premier directeur de l'Institut Lumière en 82. Et les Lyonnais, ça quitte pas Lyon, quoi. Sauf Benjamin Biolay. Et du coup, juste après, ça avait fait un peu de remous parce qu'on s'étonnait que quelqu'un puisse refuser la Cinémathèque française. Et Gilles Jacob m'a appelé et m'a dit « et Cannes ». Et là, alors j'avais dirigé le centenaire du cinéma à Lyon, j'avais déjà un peu... Et là, Bertrand, qui m'avait dit « ne va pas à la Cinémathèque française, c'est un nid de choses où il ne faut pas mettre son pied ». Il m'avait dit, bon, écoute, si tu pars pour aller à Cannes, je comprendrai. Et en fait, je ne voulais pas non plus aller à Cannes. Mais je savais que ça... Oh, pourquoi? Non, pour les mêmes raisons, parce que je pense qu'il y avait mieux à faire rue du premier film, à construire une archive, à construire une cinémathèque, plutôt que... moi, j'adorais le Festival de Cannes, j'y allais depuis toujours. La première fois que j'y suis allé, c'était en 79. Et je ne savais pas que... J'ai pas vu un seul film. Je me promenais sur la Croisette, j'allais au marché... J'ai pas vu, mais j'y étais. Et pareil, quand je vois aujourd'hui des gens qui me demandent des tickets, je leur en donne, mais par exemple au balcon. C'est vraiment... Ça se mérite, le les festival. enfants, ça se mérite. Il faut qu'ils souffrent un peu. Les premiers jours, il faut souffrir pour mieux mesurer ce que c'est que d'être bien placé. Et puis, bon, Gilles Jacob, je savais que ça allait me tomber dessus parce que j'étais un des rares de ma génération à être resté dans l'action culturelle publique. C'est-à-dire que tous mes copains étaient devenus critiques à l'époque. C'était, moins maintenant, non c'était le truc qu'il fallait faire. Être devenu critique ou distributeur ou producteur, très peu metteur en scène, mais moi j'étais resté, j'aimais ça. Et c'était pas sans rapport avec le judo d'ailleurs. C'est-à-dire une sorte de vocation à l'éducation et au public, qui était un gros mot pour les critiques de l'époque, toujours d'ailleurs. Mais non. Certains critiques, pardon. Et du coup, voilà, et donc Gilles Jacob a fait appel à moi. Et pourtant, Cannes, c'est un festival sans public. Hein. Et pourtant, c'est un festival de professionnels. Oui, mais justement, ça leur fait du bien de temps en temps de se retrouver en situation de quand même dire qu'ils sont contents. Ce qu'un critique fait assez rarement. Quelle haine vis-à-vis des critiques. Non, pas du tout. Non. Si, mais après, on parlera de ça. On parlera de ça. Ah non, moi, j'en parle jamais. Voilà. Alors que moi, j'ai tort d'en parler. Non, et donc Gilles Jacob a fait appel à moi. Il cherchait un successeur, mais moi, j'étais parti pour faire 3 ans. Je l'avais dit à personne, et j'ai dit, au bout de 3 ans, je rentre. Et la première année, 2001-2002, sont très bien passées. Gilles m'apprenait mon métier. Et la 3e année a été un cauchemar pour plein de raisons. Mauvaise ambiance, mort de Piala, de Toscan 2 mois avant, sélection discutable, et y compris entre Gilles Jacob et moi, on n'avait pas été d'accord sur la sélection. Patrice Chéreau, homme de théâtre, président du jury, qui n'avait pas été un président qui animait un groupe avec beaucoup de joie. Et donc, ils avaient fait des erreurs. Pas de palmarès, parce qu'il y a toujours une manière de faire un beau palmarès. Mais bon, donc ça ne s'était pas bien passé. Et alors, j'ai voulu prouver que, dans ma tête à moi, je ne voulais pas partir sur une défaite. Donc, je suis resté et du coup, j'y suis encore. Voilà. Et vous, Olivier Py, comment on devient directeur de festival quand on est metteur en scène, quand on a dirigé les plus grandes institutions culturelles, théâtrales? Je suis arrivé au festival en 85, dans le off. J'avais 19 ans, je ne connaissais pas le festival, je connaissais très peu le théâtre, je sortais tout juste de ma cagne. Et puis j'ai découvert cette espèce de folie qu'est le festival. Je me suis juré que je n'y retournerai jamais plus.
J'avais joué de manière très difficile dans des salles à demi vides. J'avais un chagrin d'amour, j'avais trouvé ça épouvantable. Et puis l'année suivante, je ne sais pas quelle attirance morbide m'a conduit encore au festival, et puis l'année suivante, et puis l'année suivante. Bernard Fèvre d'Arcier m'a invité pour la première fois en 95 avec un spectacle qui m'a fait connaître, La Servante. Et puis ensuite, c'était un peu un cas particulier, pratiquement 6 années successives. Je crois que ça n'existe pas tellement dans les archives du festival. Ce qui fait que j'ai fini par m'y trouver absolument chez moi et à faire d'Avignon ma ville et du festival ma ville. Puis je travaillais aussi à la Chartreuse l'hiver et puis je venais aussi l'hiver. Et quand Bernard Fèvre d'Arcier est parti, mon nom a été un peu murmuré, même si je n'avais pas été candidat. Et puis c'est celui de Vincent Hortense qui est sorti du chapeau. Ensuite, c'est pas tout à fait un secret qu'après le premier mandat, il y a un ministre de la Culture qui a pensé que je pourrais diriger le festival, et puis ça ne s'est pas fait non plus. Qui Renaud Delagneux de Vabre. Et puis j'ai eu un beau lot de consolation qui était le théâtre de l'Odéon. L'Odéon, c'était pas mal. C'était pas trop mal. Et alors au moment où je me pensais définitivement installé à l'Odéon et où j'avais tout à fait renoncé à mon rêve avignonnais, c'est là que ça m'est tombé dessus. La vie est ainsi faite, en tout cas j'arrive pas à échapper à Avignon, et pas pour rien. D'année en année, Avignon est devenu absolument synonyme de ma vie, et la ville et le festival. Alors je crois que si je pourrais parler de manière un petit peu sentimentale, ce qui a fait que malgré tout je me suis quand même retrouvé directeur du festival et pendant pratiquement 10 ans, c'est tout simplement que j'avais pour la ville et pour le festival un amour totalement fou et qui était supérieur à toutes les autres vies qu'on pouvait me proposer. Mais pourquoi ? Alors ça, c'est une question plus complexe, ma chère Fabienne. Pourquoi ? Parce que je me pose cette question probablement parce que j'avais la sensation d'être dans une utopie. Dans une utopie dans laquelle on a l'impression qu'on vit plus intensément que jamais. Je ne sais pas si tu as la même sensation pendant ton mois de Cannes, mais directeur ou pas directeur, jeune stagiaire au festival, spectateur, on a l'impression qu'on vit avec une intensité quelquefois presque insupportable, parce qu'on est épuisé, qu'on est émotionnellement épuisé. Quand on commence à pleurer à tous les spectacles, en général, c'est quand on a passé le 15 juillet. Il y a cette impression comme ça qu'on va toucher le sens même de l'existence. Et je ne l'ai connu véritablement qu'ici, qu'à Avignon. Donc j'espère que mon successeur fera la même expérience, je suis absolument certain, puisqu'il l'a déjà vécu, et puisque j'ai la chance d'avoir un successeur qui a déjà créé un lien avec le public d'Avignon. Alors c'est vrai que le public d'Avignon, c'est le centre d'Avignon. Et ça, c'est une chose que vraiment un directeur du Festival d'Avignon doit percevoir. À la générale du Visage d'Orphée, que je faisais dans la cour, Paul Puot, donc l'administrateur de Villars, qui avait lui-même dirigé le festival pendant presque 20 ans, sentant à mon avis que ça n'allait pas être unanime, et ça ne l'a pas été, m'a attrapé dans un coin et il m'a dit « Les journalistes, tu t'en fous, les professionnels, tu t'en fous, il n'y a que le public. » Et c'est Paul Puot qui me l'a dit, mais au fond, ça m'a semblé une sorte de truisme quand il l'a dit, mais ça ne l'était pas. Je continue à le dire et je le dirai encore à Thiago. C'est le public qui fonde toute la légitimité du Festival d'Avignon. Je pense que le festival commence quand 2 personnes... Thiago Rodriguez, votre successeur. Mon successeur. En 23. Absolument. Quand 2 personnes qui n'ont pas grand-chose en commun, dans un bistrot, se mettent à discuter du spectacle qu'ils ont vu la veille. Ça vous manque, Thierry Frémaux, le public à Cannes ? Parce que vous l'avez au Festival Lumière que vous dirigez à Lyon, donc vous pouvez faire la différence. Mais à Cannes, en fait, tout le monde se transforme en public. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est un festival ouvert. Alors, il y a un peu de public quand même. Et en particulier, depuis... alors, c'était difficile puisqu'on n'a pas joué l'an dernier, mais depuis 3 éditions, on a une opération qui s'appelle 3 jours à Cannes, en 2 fois 3 jours, pour des jeunes gens venus du monde entier, entre 18 et 24 ans, qui vont se destiner ou pas au métier du cinéma et qui viennent et qui, quand même, amènent quelque chose d'un peu différent. Mais historiquement, c'est en effet que des professionnels, donc distributeurs du monde entier. C'est 40 000 personnes qui s'accréditent. Et là, il y en avait 28 000, donc c'était bien, parce qu'on n'a pas trop perdu, alors qu'il y a vraiment des parties du monde qui ne peuvent plus voyager. Mais c'est ça l'idée, c'est ce que dit Olivier, c'est-à-dire que
les deux personnes en question, si elles touchent ou sont touchées par quelque chose sur l'écran ou sur scène, elles se transforment immédiatement en amateurs et en amoureux et pas en professionnels. Donc, quittant leur fonction, et c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs à Cannes, si vous ne voyez pas de film, les gens, on pense, parce qu'on pense que c'est mondain, glamour, non, les gens vont à Cannes pour voir les films. De toute façon, vous êtes obligés. Si vous ne voyez pas de film, ça veut dire 4-5 par jour ou au moins 1 ou 2, vous êtes comme une plante qu'on n'arrose pas. Vous ne pouvez pas parler dans les dîners, vous ne pouvez pas... le principal sujet de conversation, c'est les films, c'est le cinéma. Donc si vous n'allez pas au cinéma et si vous n'êtes pas capable d'en parler avec ce que vous êtes, c'est-à-dire tout le monde n'est pas forcément ni spécialiste ni rien. D'ailleurs, chacun croit, c'est aussi ça la définition de la cinéphilie, c'est que c'est l'amour du cinéma, point final. Les gens hésitent toujours à dire qu'ils sont cinéphiles. Ils ont peur qu'on leur demande qui était le chef opérateur d'Orson Welles sur Citizen Kane. Donc ils n'osent pas le dire de peur de ne pas répondre correctement aux questions. Alors que non. Et donc, même à Cannes, alors c'est justement la différence avec l'ouverture et la clôture, où en effet c'est un peu un public de sous-préfète plus froid, mais toute la semaine, tout le temps, sur les films et sur les séances de gala, les gens se retrouvent en situation de spectateur. Donc c'est le public. Plus dur, mais c'est le public. Et on pourrait dire à l'inverse, qui n'est pas l'opposé, que le public d'Avignon est un public professionnel aussi. D'abord parce que la frontière est très floue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent admirablement le théâtre ou qui aiment le théâtre. Ou alors parce que comme ils sont venus au festival depuis les années 50... Peut-être pas quand même. Ah, il y a des spectateurs... Les spectateurs ne sont pas si vieux. Il y a des spectateurs qui ont connu Villard, avec qui je discute encore aujourd'hui. Donc c'est extraordinaire. Mais oui, c'est magnifique. Donc je pense qu'ils sont peut-être pas professionnellement professionnels, mais qu'ils font partie du métier et qu'ils ont fait un travail et qu'ils font un travail par leur appréciation des spectacles, par la façon dont ils diffusent aussi la pensée qu'il y a. Et qui ont la passion du théâtre. Et qui ont la passion absolue. Du cinéma. C'est-à-dire que s'ils sont là... Bien sûr. C'est quoi un bon directeur de festival, un bon patron de festival? Quelle doit être sa première qualité? Alors nous, c'est pas du tout comparable. Ah ben alors exemple, essayez de me dire vous alors. Non mais parce que nous, d'abord Cannes, c'est une situation très particulière. On n'est pas sous contrat. On est salarié. Donc je n'ai pas un mandat de 4 ans et puis après tu as réussi, tu restes, tu n'as pas réussi, tu t'en vas, on ne sait pas. Bon. Donc, vous, c'est à vie. Oui, moi je suis invirable, sauf si justement les choses se passent mal, mais ça n'est jamais arrivé. Il n'y a eu que 3 directeurs globalement. Il y a eu des petits intermèdes, mais c'était Robert Favre-Lebray de quasiment la fin des années 40, années 50 à la fin des années 70, puis Gilles Jacob, qui est en plus qui était délégué général et qui est devenu président, comme Favre-Lebray, alors que moi je ne deviendrai pas président, je resterai délégué général, mais du coup je suis en train de rester comme délégué général plus longtemps. Je sais pas, c'est un moment, on verra, mais... Et d'abord, il faut des femmes partout, donc il y a un moment je ne pourrais pas. Mais, et puis, donc il y a ça. Ensuite, Olivier, et pas Hortense et Vincent, c'était pas des metteurs, c'était pas des metteurs en scène, c'était pas des artistes. Pas des créateurs. Mais Villard l'était. Villard qui a fait quelques trucs au cinéma, dont La ferme des 7 péchés de Jean Devèvre, où il joue une sorte d'assassin très très mystérieux, très bon. Il n'y a que comme ça que moi je connais Villard. Et puis ce qu'on a dit, Michel Hazanavicius dans Le Redoutable, son film sur Godard, où il y a pas mal de choses qui se passent à Avignon. Mais donc voilà, donc ça c'est la première différence. Ensuite, quand en effet on disait que c'est un festival de professionnels, le vrai enjeu de Cannes, à part la splendeur critique, ce que les journalistes font de Cannes, non mais c'est vrai, Cannes n'existerait pas sans la presse, c'est pour ça qu'on en dit un peu du mal, pour pas qu'elle pense quand même qu'on ne peut pas se passer d'elle, mais on ne pourrait pas se passer d'elle. Merci pour elle. Mais oui, mais Cannes est là pour l'industrie. C'est-à-dire qu'un film, il y a les applaudissements dans la salle, il y a les journaux, mais il y a surtout les ventes, le marché.
les acheteurs internationaux, les distributeurs de tous les pays. Donc, quelle qualité il faut pour tout ça? Ça pourrait pas être un cinéaste comme un artiste qui dirige le Festival d'Avignon. Ça pourrait pas être un cinéaste qui dirige le Festival de Cannes. Non, d'abord parce que le cinéaste pensera forcément à se dévouer à son travail, à son œuvre. Mais un cinéaste pourrait, parce qu'un cinéaste dirige un plateau. Parfois, il y a des films, il faut quand même une certaine qualité managériale pour le faire. Mais non, il y a des qualités propres à Cannes. Bon, moi, je suis à la fois directeur et sélectionneur. Je ne suis pas sûr qu'après moi, ce qui était aussi le cas de Gilles Jacob et de Robert Fabre-Aubrey, je ne suis pas sûr qu'après moi, vu ce que Cannes est devenu, ça pourra continuer. Peut-être qu'il faudra séparer un peu les deux fonctions. Expliquez-nous les deux fonctions. Un sélectionneur, vous faites la sélection, il faut voir 2000 films par an. 2000. On en voit 2000. Bon. Alors, n'importe qui peut envoyer son film à Cannes. Oui, c'est la grande... N'importe quel inconnu dont c'est le premier film. Oui, c'est la grande démocratie de la sélection. C'est quiconque a fait un film. Un long métrage, c'est à partir de 59 minutes. En France, la notion de court métrage, de moyen métrage n'existe pas. C'est soit un court métrage, c'est moins d'1 heure, soit un long métrage à partir d'1 heure. Et quiconque a réalisé un film, même avec son téléphone, nous l'enverra, il doit l'inscrire, il sera vu. Tous les films sont vus. Tous. Alors certains survivent que 10 minutes. Hein, Mais c'est exceptionnel ça. Et vous êtes le seul festival à faire ça ou... Oh non, je pense que mes collègues font ça aussi. Ben non, parce qu'on ne sait pas. Par exemple, quand j'arrive en 2001, donc je suis devenu vraiment directeur qu'en 2007. Mais quand j'arrive en 2001, un copain japonais, cinéphile, me dit j'ai un ami thaïlandais au nom imprononçable, et il m'envoie une VHS. Et c'était Apichatpong Verasetakul. Donc on monte ce film-là, qui n'était pas son premier film, il avait fait quelques expérimentations, et tout de suite il gagne un prix. Si je ne regarde pas la VHS, et que je ne me dis pas c'est quoi ce truc étrange d'un langage, d'un rapport au paysage et au temps, qui est quand même très très différent, alors qu'on avait déjà eu, ou Xiaoxian, on a déjà eu, tous les Asiatiques étaient venus complètement renouveler le rapport du spectateur au temps. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre... Et celui-là qu'on vient de montrer de lui, qui a eu un prix hier soir, qui est vraiment... C'est pas chiant, c'est pas un film ennuyeux. C'est un film pour lequel le spectateur fait... Là, celui-là, il est quand même copieux, parce que à un moment, il y a un plan qui est tellement arrêté que les gens regardaient la cabine s'il n'y avait pas un incident technique. Et en même temps, le film a été acclamé. Donc là aussi, quand on pense que... Alors ça, c'est une chose qui s'est un peu perdue. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de polémiques à Cannes. Il y en a beaucoup moins. À cause de quoi? Parce que les films sont beaucoup mieux sélectionnés. Alors, combien de sélectionneurs pour les 2000 films vous avez une équipe de combien? On a une équipe d'une dizaine, quinzaine de personnes. On répartit ça. Il y a les sélectionneurs officiels, avec une parité, même pas une parité, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est-à-dire qu'il faut toujours donner un peu quand même des gages de modernité. Et puis il y a toute une série de jeunes gens à qui on dit, alors, vous verrez les pires films, c'est anonyme et c'est pas rémunéré. Donc il faut aimer ça. Et ils aiment ça. Ils voient des films et ils nous font des notes formidables. Et et on leur dit ça. Même un film pas bien, qui vous plaît pas, mais si vous sentez quelque chose, faites passer, faites circuler. Alors après, sur les 2000 en question, il y a 300, 400 très bons films, dont on extrait une sélection d'une soixantaine de titres et 20 pour la compétition. Alors, quelle qualité il faut, avant de passer la parole à Olivier, pour qu'il nous dise la qualité d'un patron d'Avignon? Alors, il y avait eu, je vais revenir aux critiques, mais ne croyons pas que j'en sois... Mais il y avait eu une grande enquête sur la critique, dans Télérama, je crois, il y a des années. Et les gens de l'IB, Gérard Lefort disait, il n'y a pas besoin de connaître l'histoire du cinéma pour être un bon critique. Et au fond, c'est là-dessus que ça se jouait. Faut-il ou pas en avoir la culture, en connaître l'érudition, en connaître l'histoire, pour être un bon critique. Et donc, pour être un bon sélectionneur, faut-il ou pas connaître l'histoire? Et moi, je pense qu'évidemment, il faut connaître l'histoire. Je pense qu'il faut connaître l'histoire du lieu. Et moi aussi, j'étais un festivalier très, très assidu. Quand je suis arrivé, je savais ce que je pouvais éventuellement apporter, parce que de l'extérieur, et souvent, je fais appel aussi à des gens qui m'en parlent comme moi j'étais, ce que je ne suis plus, parce que
je suis trop à l'intérieur. Donc il y a un moment, il faut aussi savoir s'ouvrir pour que des gens viennent dire moi je ferai pas ci, moi je ferai pas ça. Donc voilà, après pour être un bon, il faut être un bon cinéphile. Alors moi j'ai pas de mérite. Par exemple, il faut quand même imaginer que la Dolce Vita a été sifflée à Cannes. Quand je parlais de polémique, il y avait alors on dit toujours sifflé par les coiffeurs de Cannes. C'est une expression pour dire parce que un peu méprisante. Comment ? Un peu méprisante l'expression. Oui, mais c'est pas nous qui l'employons d'ailleurs. C'est la presse. Non, c'est l'idée que la ville distribue à des bons. Et c'est sûr que des gens qui... Nous, on sait ce qu'on montre. Là, des films d'Oussia Haussienne, et on voit des gens monter avec le sourire, et on sait dans quel état ils vont repartir. Mais pour... En effet, il y a des gens par grappe qui sortent des séances. Et surtout des balcons, parce que c'est précisément là que le public là-haut qu'il peut accéder. Mais moi, la qualité, alors, pour revenir, comment ? La qualité qu'il faut. Non, la qualité, c'est que moi, je suis un spectateur normal, bien que je me suis rendu compte assez rapidement que c'était assez anormal. C'est-à-dire que je suis capable d'aimer Jean-Marie Straub et Georges Lautner. Oui, mais je ne regarde pas chacun de leurs films de la même manière. Je ne regarde pas les films de Jean-Marie Straub comme si j'étais parti pour voir Les Tontons Flingueurs. Et... Là, je vois que je ne pourrais pas être directeur de film. C'est un des deux avec qui j'aurais moins de... Ouais, mais parce que moi, j'arrive d'une génération après. Mais vous avez dit quand même, mieux vaut un bon film commercial qu'un mauvais film d'auteur. Comme sélectionneur, évidemment. Ben évidemment, parce qu'un mauvais film d'auteur, il y a d'abord mauvais film. Et donc, les gens sont là, et voilà. Et puis, en plus, aujourd'hui, on revient presque à autre chose. C'est-à-dire que la légendaire phrase de Malraux, qui est toujours tronquée, « Par ailleurs, le cinéma est une industrie », on ne prend que ça pour justement redire à quel point, quelle horreur, le cinéma est une industrie. Mais s'il a dit ça, et maintenant, il faudrait plutôt revenir à dire « Par ailleurs, le cinéma est un art ». Mais le cinéma est un art, j'imagine, comme le théâtre, que je ne connais pas beaucoup, où on peut avoir de tout. Et je ne suis pas sûr que Shakespeare, ou même... comment s'appelle-t-elle, Vincennes Ariane Mnouchkine. Oui. Je ne suis pas sûr qu'Ariane Mnouchkine n'ait pas toujours dans l'idée de faire des spectacles pour le public. Elle a fait un grand film. Et elle a fait un très grand film par ailleurs. Donc c'est cette idée-là autour de laquelle on tourne tous. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire Cannes qu'avec Jean-Marie Straub, d'abord parce qu'il n'y a pas 200 Jean-Marie Straub ou 200 Jean-Luc Godard. Je suis d'ailleurs assez étonné de voir comment les derniers films de Godard ne sont pas toujours pris pour ce qu'ils sont par des gens dont on pourrait s'attendre qu'ils en soient les premiers spectateurs. Olivier, alors quelle qualité pour être Olivier Py, pour être un grand directeur de festival, et à quoi ça sert un festival ? Ne réponds pas, tu as vu que j'ai réussi à ne pas répondre. Hein ? Oui, mais enfin on a compris quand même. Parce que vous n'avez pas 2000 films. La grande différence est là. Je crois qu'il faut être heureux. C'est fondamental. Il faut un certain amour de la vie et du présent. Parce que, pardon, je vais débrancher. Ah ben non, j'ai plus de pile. File-moi ton sceptre. Oui, il faut aimer le présent. Il faut aimer le présent, même si le monde tel qu'il va quelquefois nous dégoûte. Malgré tout, il faut aimer le présent. D'autant plus que, contrairement à Cannes, nous ne jugeons pas sur pièce. Même quand on monte Shakespeare, il faut aimer le présent ? Oui, surtout. Sinon, c'est pas la peine de monter Shakespeare, évidemment. Mais on ne juge pas sur pièce. La plupart des spectacles sont des créations, à part quelques spectacles étrangers. Et encore, on dit qu'on les a vus parce qu'ils ont été créés à l'étranger, mais en réalité, ils étaient souvent déjà programmés. Et ils étaient programmés sur pièce. Quelquefois, la pièce n'est même pas écrite. Le projet n'est même pas écrit. Donc, on fait un coup de trapèze volant avec des artistes qu'on aime et en général dont on a aimé les spectacles précédents. C'est là qu'il y a une aventure qui est tout à fait différente. Et je crois qu'il faut rester à cet endroit-là, en tout cas, pour faire qu'Avignon reste Avignon, c'est-à-dire prendre ce risque-là. C'est toujours très difficile
d'imaginer sur projet. Moi, je dis souvent aux artistes que leur projet ne m'intéresse pas, que c'est le spectacle que j'ai vu d'eux et eux qui m'intéressent, mais que si je leur fais confiance, je leur fais confiance. Voilà, on sera là pour les aider. Je ne tiens pas particulièrement à connaître le contenu. Par contre, je voudrais essayer, et j'ai essayé de me défier d'un esprit de chapelle. Et ça a été très important pour moi dès que je suis arrivé. Je n'avais pas du tout l'intention de reproduire des Olivier Py partout. Donc, essayer d'avoir cette souplesse pour aimer même ce qu'on n'aime pas. Voilà. C'est pas toujours facile, mais c'est une sorte d'exercice étrange dans lequel le corps désirant de l'artiste se met un petit peu en arrière par rapport au corps désirant du directeur, qui se dit, bon, moi personnellement, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, mais ce spectacle-là a sa place dans le monde, témoigne d'une originalité particulière dans sa manière de représenter l'humain, de représenter le monde. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est que pour faire une bonne programmation du Festival d'Avignon, on a une sorte de croisement de tas de paramètres. Bon, par exemple, la parité, c'est un paramètre. L'international, le français, on essaie de faire plus ou moins 50-50. 10, 11, 9 spectacles de danse, c'est encore un autre paramètre. Les lieux, qui sont extrêmement contraignants. Donc on peut avoir l'artiste, on peut avoir le lieu, mais pas le lieu qui va avec l'artiste, ni l'artiste qui va avec le lieu. Quelquefois, on a le lieu et on n'a pas le spectacle. Ça peut jouer. Le calendrier, qui est aussi extrêmement contraignant, puisqu'il faut que les artistes soient libres, que tous les artistes soient libres. Alors, tous ces paramètres-là, avec ma grande collaboratrice, qui est Agnès Trolli, avec qui je travaille depuis maintenant plus de 30 ans, on l'appelle le Rubik's Cube. Et on fait notre Rubik's Cube assez infernal, qui devient de plus en plus infernal aux alentours du mois de janvier. Et puis, à un certain moment, la programmation apparaît, et elle apparaît toujours avec un visage qui lui est propre, qu'on n'a pas prémédité, et qui me semble être comme une image du monde. Alors justement, on parlait de vos différentes capacités, du côté un peu financier, capitalistique d'un festival comme Cannes, du présent aussi. Est-ce que vous êtes parfois soumis à des pressions ? Des pressions qui peuvent être des pressions de l'État, des pressions financières, des pressions des réseaux sociaux, des pressions des télés, des pressions des lobbies. Vous parliez de la parité tout à l'heure. Vous avez signé en 2018 une charte pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma. Vous êtes obligé de... Là, vous avez fait étonnamment... Il n'y a que des femmes au festival de Cannes cette année. Elles ont la Palme d'Or, mais aussi dans d'autres sections. Est-ce que tout ça, c'est suite à des pressions diverses et variées, ou est-ce que c'est naturel ? Ou est-ce que ça obéit à l'art, ou est-ce que c'est tout un réseau de choses qu'il y a dans l'air du temps ? Alors d'abord, par rapport à ce que dit Olivier, c'est vrai que nous, on juge sur film terminé, et y compris à la dernière minute. Et moi, je suis toujours épaté, en effet, qu'un programmateur de festival ou d'un théâtre ou d'un opéra doivent imaginer ce que ça sera, en tout cas faire confiance. Et la différence aussi, c'est que nous, dès qu'un cinéaste vient 2 fois, on dit... Donc, quand je dis on, chaque fois que je dis on, c'est la presse. Hein. Parce que Cannes était un festival dont l'image est façonnée par la presse, laquelle après parle de l'image qui est façonnée par la presse, et qui souvent n'est pas, évidemment... mais nous, dès qu'un cinéaste vient 2 fois, on dit, c'est pas un peu toujours les mêmes, alors que vous, c'est de la fidélité. Et nous, ce serait... On dit aussi bon. Et moi, mon travail, voilà, pour marquer ça n'est pas j'aime pas, ou c'est bien, c'est pas bien, mais est-ce que ce film doit ou pas être en sélection ? Qu'est-ce que ce film dit de ce qu'est le cinéma au moment où nous le montrons ? C'est pas du tout les meilleurs films de l'année, parce que on est au printemps, pendant l'hiver, il y a Sundance ou il y a Berlin, à l'automne, il y a Toronto, il y a Venise, il y a... Bon, nous, on est tout seul au printemps, mais c'est à un moment de l'année, et il faut additionner plusieurs Mais éditions. vous intégrez la parité, la diversité dans votre Rubik's Cube. Sur ces questions-là, d'abord, il n'y a pas de pression du tout. Et même quand un producteur... mais les metteurs en scène ne s'en mêlent pas trop.
Il y en a quelques-uns qui sont très très fâchés, mais en général, c'est les producteurs et les distributeurs qui appellent. Mais quelqu'un qui vous dit le film que j'ai produit est le plus beau du monde, moi je trouve ça très bien, j'appelle pas ça de la pression. Léo Ferré disait, si je me lève pas le matin en pensant que je suis plus fort que Mozart, j'écris plus de musique. Bon. Oui, mais vous, à qui donc, on avait reproché d'être un peu misogyne, par exemple, dans la sélection. Ah ben, Thierry, on est là pour parler. Oh ben, Est-ce que vous vous êtes pas senti obligé là, non, mais je continue sur les pressions. Bon. Donc, il n'y a jamais de pression. En tout cas, il y a des pressions amicales. Mais c'est bien, moi, je trouve normal que des gens qui sont derrière une œuvre se bagarrent. Après, il faut qu'ils y croient vraiment. C'est-à-dire qu'il est arrivé qu'on fasse confiance à un enthousiasme qui ne s'est pas vérifié. Bon. Ensuite, il n'y a qu'un seul ministre de la Culture qui m'a appelé pour me conseiller un film en me disant, c'est pas comme ministre, hein, je vous appelle, c'est comme ami. Je dis, ben non, c'est comme ministre. Parce que sinon, bon. Mais non, on n'a pas du tout de pression. Là, la ministre était... Les chaînes de télé, non, rien. De quoi les chaînes de télé pourraient essayer. Non, pas du tout, non. Il y a quand même en France... Netflix un respect par ça. Non, mais Netflix ne nous impose pas de pression du tout. Alors, on parlera de Netflix après. Les femmes. On a été attaqués. Alors d'abord, il y a une histoire que personne ne va observer, alors qu'on pourrait... Première femme présidente du jury, Olivia de Havilland, en 1965. Donc, par rapport à 46, c'est quasi 20 ans. Alors, c'était que des académiciens, que des sculpteurs qui étaient membres du jury. Il n'y en a eu que 11. Alors que là, il y a moins de sculpteurs quand même dans le jury. Mais, et ensuite, quand Gilles Jacob arrive, il y a beaucoup moins de femmes présidentes. Voilà, ça, les gens ne le disent pas. Et moi, où il y a des présidentes, mais il y a de toute façon la parité dans les jurys. Et là, pour la première fois, c'était personne, parce que on ne nous reconnaît pas les avancées, parce que la polémique est toujours préférable. Bon. Donc là, c'est la première fois qu'un jury était majoritairement féminin avec un président homme. D'habitude, c'est 4 hommes, 4 femmes. Et Spike Lee, donc. Voilà, Spike Lee. Et le genre du président ou de la présidente fait la majorité. Là, c'est la première fois. Combien y a-t-il eu de femmes présidentes avec un jury majoritairement masculin? Donc, ce que j'ai voulu faire cette année, c'était ça. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'ils ont donné la Palme d'Or à une femme, laquelle a dit, de façon très, très explicite, qu'elle ne voulait surtout pas que son travail soit défini par son genre. Et Agnès Varda m'avait fait promettre de ne jamais sélectionner un film parce qu'il est réalisé par une femme. Mais il s'est passé qu'en 2011, je crois, il n'y avait pas de femmes en sélection, en compétition, pas en sélection. Il n'y avait pas de femmes en compétition. Donc, et on s'en est même pas aperçu, nous. Hein. Mais non, parce que nous, on juge des films. S'il faut faire des quotas et s'il faut juger selon le sexe, la religion, la nationalité, la race, il faut nous le dire. Comme ça, c'est très clair, on reste ou on ne reste pas, mais on obéira à des codes précis. Agnès Varda était la seule, dans les années 50-60, de la nouvelle vague. Elle n'est pas exactement la vraie nouvelle vague, mais avec Demy, René et elle. Donc elle a longtemps été seule. À Lyon, justement, on a, au Festival Lumière, une section qui s'appelle l'histoire permanente des femmes cinéastes. D'ailleurs, Varda me disait, arrête de dire femme cinéaste, tu ne dis pas homme cinéaste. Donc je devrais dire réalisatrice. Et toutes les pétroleuses là, qui sont tout le temps en train de nous emmerder... Thierry. Il faudrait que je refasse cette phrase. Oui. On les voit jamais, on les voit jamais. C'est Avignon, c'est pas Cannes. Voilà, c'est ça. Non, mais là, ça va partir sur les réseaux parce sociaux. qu'à Avignon, c'est possible, ça? Non. Non, mais on avait une adjointe à la culture de la ville de Lyon, déléguée à la condition féminine, qui ne parlait que de ça, qu'on ne voyait jamais en projection. Donc elle ne pouvait pas parler des films de Dorothy Arzner, de Ida Lupino, de Varda, de Larissa Shepiko, de toutes ces femmes qui ont été des femmes pionnières. Alors maintenant, les gens connaissent à peu près le nom d'Alice Guy, dont d'ailleurs ils disent tout le temps c'était la secrétaire de Léon Gaumont, ce qui est vrai, mais je ne trouve pas que ça soit tout à fait bien de parler d'elle en ces termes. Bon, donc on se fait attaquer par Virginie Despentes, par Fanny Cotenson et une troisième personne. Et quand on lit la tribune dans Le Monde, on se dit mais oui, merde, en effet, il n'y a pas de réalisatrice, alors qu'il y en avait toujours un peu. Bon.
Et tant mieux, Cannes a le dos large et le cuir dur pour servir d'écho à ça. Mais j'ai dit d'emblée, Cannes est au bout de la chaîne. Donc il y a un moment, c'était le cinéma africain. On ne parlait du cinéma africain qu'au moment de Cannes. Et ma réponse était pourquoi vous parlez du cinéma africain, pourquoi vous n'en parlez pas en janvier et ailleurs qu'à Cannes? Donc on se sert de Cannes pour ça. Mais bien sûr que Cannes est emblématique. Alors cette année... pourquoi ce miracle? Pourquoi il y a tant de femmes? Non, mais tout à l'heure dans la voiture, j'écoutais France Info et le type dit... Ouais, enfin, il n'y avait que 4 femmes en compétition. D'abord, la sélection officielle, c'est la compétition, le hors-compétition. Une section qui s'appelle Un certain regard, qui était également... C'est la section de l'avenir. Donc, il y a plein de réalisatrices, ce qui prouve qu'à l'avenir, il y en aura de plus en plus. Et en effet... Palme d'Or, une réalisatrice, vainqueur du certain regard pour un premier film, enfin un quasi premier film, une jeune réalisatrice russe, vainqueur de la Caméra d'Or, une jeune réalisatrice équatorienne, vainqueur des courts-métrages, une jeune réalisatrice de Hong Kong. C'est quand même miraculeux. Oui, il va falloir qu'on rééquilibre tout ça quand même. Non, mais c'est pour ça que ça semble presque excessif. Mais pas du tout. Mais il n'y a aucun problème, contrairement à tout ce qui est dit. Par exemple, les gens disent... Il y a un problème dans le cinéma français. Non, il y avait un problème. Il y avait un problème, en effet. Et là, le CNC fait tout à fait des choses depuis 15 ans, 20 ans. À l'époque, en 2011, j'ai dit, est-ce que la FEMIS, l'entrée du concours à la FEMIS, est-ce qu'il est paritaire? Commençons par ça. Nous, on ne juge pas les œuvres en fonction de ça. En revanche, s'il y a hésitation, et je l'ai dit il n'y a pas longtemps, et plein de gens m'ont dit, tu n'aurais pas dû dire ça, s'il y a hésitation entre 2 films, hésitation, hein, et que l'un est réalisé par une femme, évidemment, qu'on prendra le film réalisé par une femme. S'il y a hésitation entre 2 films, l'un est français, l'autre est singapourien, qui n'est pas un pays, qui est un pays assez rare, on prendra le film singapourien, parce qu'en effet, ce vœu d'universalisme, d'internationalisme, il est constitutif de ce qu'est le festival, donc on fait attention à ce genre de choses. Et là, en effet, c'est la 2e femme seulement qui est récompensée par la Palme d'Or, Julia Ducournau, après Jane Campion, qui recevra le prix Lumière à Lyon. C'était prévu de longue date. J'ai dit que c'était même l'un des derniers vœux de Bertrand Tavernier, que ça soit elle. Et donc voilà, donc il y a une évolution tout à fait normale. Par contre, il n'y avait pas de femmes avant dans le cinéma, il n'y avait que des monteuses et des scripts. Et la grande théorie de Azémésus, c'était que les monteuses étaient en général les maîtresses des metteurs en scène, parce que le montage était un truc assez long qu'on faisait à Paris, et ils pouvaient passer un peu de temps ensemble. Ça aussi, je ne suis pas sûr que... Non, mais ça fait partie des... Non, mais c'est regardez les génériques des films. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que arrêtons de faire des moulinets avec les bras. Le Festival de Cannes n'est pas responsable de ce que des femmes deviennent ou pas réalisatrices. Oui, mais ça peut être une caisse de résonance. Mais ça l'est, la preuve. Bien sûr. Ça l'est, la preuve. Et donc, c'est pour ça qu'on se réjouit cette année. Il y a des pays où il n'y a absolument pas de réalisatrices. Je crois que l'UNESCO a dit qu'il y avait 7% de réalisatrices. Et nous, on monte tout le temps à 20-25%. Olivier, vous avez fait aussi un gros effort à Avignon cet été. Il y a eu quasiment la parité dans les créations théâtrales. Vous faites attention à ça? Alors, Villard disait « Donnez-moi un autre monde, je vous donnerai un autre festival ». Oui, c'est une très bonne formule. « Donnez-moi un autre monde, je vous donnerai un autre festival ». Dès qu'on est arrivé ici, avec donc ma collaboratrice Agnès Trolli, qui est une femme, on s'est posé cette question-là. On n'aurait jamais pu faire une programmation paritaire il y a 10 ans. Ou alors on l'aurait fait en programmant des spectacles qu'on n'avait pas envie de programmer et qu'on aurait programmé parce que c'était des femmes, ce qu'on ne voulait pas faire non plus. Et particulièrement à cause de la difficulté de l'international, parce que... la place des femmes ne va pas à la même vitesse dans tous les pays. Donc ça a été difficile. On a eu la chance d'y arriver. Pratiquement cette année. C'est bien sûr le fruit d'un travail de recherche extrêmement important et d'une discrimination positive.
Que vous assumez. Oui, qu'on peut assumer. Et qui est ce que tu disais, entre deux spectacles, et on l'a souvent à choisir entre deux spectacles. Évidemment, si c'est celui d'une femme, ça va faire pencher la balance. Ça me semble légitime. Voilà. Alors justement, il n'y a pas eu de festival d'Avignon ni de festival de Cannes l'année dernière. Comment, avec finalement 2 ans d'absence, vous avez retrouvé l'état de la production, Olivier? Là, nous sommes dans 2 mondes qui sont très différents. Oui, mais est-ce qu'il y a un malaise commun que vous avez pu ressentir ou chez les metteurs en scène de théâtre ou chez les cinéastes qui ont fait leurs films dans l'entre-deux? Je pense que les plus grosses difficultés sont à venir, étrangement, pour ce qui est du monde du spectacle. C'est-à-dire que l'annulation, elle a été très difficile, elle a été bien amortie sur le plan financier pour les institutions, parce que l'État a répondu à notre demande, et puis parce que quelquefois, finalement, quand on a touché la subvention et qu'on n'a pas fait la programmation, on a plutôt une cagnotte. Parce que nous avons entièrement dépensé l'année dernière en payant absolument tout le monde, y compris les salariés, y compris les intermittents, ce qui fait que nous, on n'a pas eu de cagnotte, mais en tout cas, sur le plan financier des institutions, le choc a été amorti. Sur le plan individuel, par contre, à mon avis, on est dans une situation très grave, avec beaucoup de ruptures de destin. Qu'on soit technicien, qu'on soit acteur, qu'on soit metteur en scène, et surtout pour les jeunes, là, on est face à une très grande difficulté. Mais je le redis, la difficulté est à venir. Il y a un incroyable embouteillage pour les spectacles de la rentrée. À mon avis, ça va être particulièrement difficile pour ceux qui font leur premier spectacle, parce que on ne sait pas comment remettre la machine en route avec autant de créations qui ont été reportées ou de créations qui ont été faites et qui n'ont pas joué. Là, on est face à une quadrature du cercle extrêmement difficile. Au festival, cette année, nous avons repris 14 spectacles de la saison précédente et malheureusement, nous allons en annuler 2. Celui d'Adam Assilo qui a été annulé assez vite parce qu'elle n'a pas pu sortir d'Afrique du Sud à cause de cas de Covid, et puis celui de Dimitris Papaioannou qui est annulé une 2e année de suite parce que l'un de ses danseurs est aussi... Mais dans les créations qui ont été faites, est-ce que vous avez ressenti un climat d'incertitude dans la tête des créateurs, dans les propositions qu'ils vous ont fait? Non, je ne le dirais pas en termes pathologiques. À vrai dire, je pense qu'il y a eu une sorte de conscience de l'extrême miracle qu'est un lever de rideau. Ça, je ne l'ai jamais connu dans mon histoire. Bon, le rideau se lève, voilà, le rideau se lève, allez, on va jouer. On fait 15 dates, on en fait 17, on en fait 12, on en fait 100. Là, chaque représentation a été une sorte de victoire sur la fatalité. Et particulièrement pendant ce festival qui n'a pas du tout été facile à faire et qui est encore difficile. Il nous reste une semaine très difficile. Pourquoi difficile ? Pourquoi difficile ? Parce qu'on a encore des cas de Covid qui peuvent arriver, parce que par exemple Papaioannou ne pourra pas venir de Grèce à cause de cas de Covid, parce qu'on a encore beaucoup de premières, et parce que nous devons gérer à la fois du sanitaire, à la fois du sécuritaire, et de nouvelles normes sanitaires qui commencent le 21. Ce qui quand même n'est pas très honnête de la part de nos tutelles, parce que les bars et les restaurants commencent le 1er août. Pourquoi nous, on devrait, à partir du 21, engager du personnel que nous n'avons pas, trouver des machines que nous n'avons pas et qui vont avoir un coût, et inclure cette immense difficulté du pass sanitaire. La seule raison est qu'il y avait une accroche législative qui permettait de le faire à partir du 21, alors qu'ils ne l'avaient pas dans les restaurants. Ça n'a vraiment aucun sens et c'est tout à fait dommage. Festival très difficile à faire et vraiment les équipes ont été héroïques. Mais en même temps, puisque c'était pour répondre à votre question, en même temps, nous avons pris conscience que ça n'allait pas de soi, que c'était la somme d'efforts collectifs absolument extraordinaires dans l'organisation de la société, ce petit moment où un rideau se lève et où une salle est face à un collectif qui a construit quelque chose d'éphémère. C'est unique, c'est incroyable. J'ai l'impression que pour une jeune génération, le miracle de la présence réelle est devenu beaucoup plus fort. Et j'aime beaucoup une chose que tu m'as dite il y a quelque temps, que tu vas me dire si je me trompe, si je te cite mal. Pour moi, le cinéma est du spectacle vivant. Un festival, c'est plus juste. Et j'ai trouvé ça très juste, d'autant plus que la frontière est aussi poreuse
sur les plateaux de théâtre où depuis 20 ans, il y a une présence filmique, même si ça n'est pas du cinéma, il y a une présence filmique très grande. Donc en fait, qu'est-ce qui fait le spectacle vivant ? C'est d'abord qu'il y a des gens qui se sont réunis, qui ont formé cette petite communauté d'esprit éphémère, cette mini-utopie, qu'ils l'ont réalisée, et que c'est très différent de rester chez soi et de consommer sur un écran. Et là, il y a une nouvelle différence beaucoup plus fondamentale que l'objet filmique et l'objet en présence réelle. Alors avant de vous parler de la production, Thierry Frémaux, je voulais revenir justement sur le 21 juillet, parce que vous êtes un peu le chouchou, vous, au Festival de Cannes. C'est le 21 juillet, juste après que le festival se termine. Et puis alors, quand même, grand mystère, comment êtes-vous parvenu à ce qu'on rentre sans passe sanitaire à l'auditorium Louis Lumière qui fait 2000 places et à la salle Debussy qui fait plus de 1000? Oui, nous, ça s'est bien passé de ce point de vue-là. Mais comment ça se fait? C'est parce que vous représentez des enjeux financiers énormes? Pas du tout. Non, on est tous traités de la même façon. Parce que la cour d'honneur, on y allait avec le pass sanitaire, oui, par exemple. Alors, très techniquement, je regrette la phrase sur les pétroleuses. Mais oui, on vous pardonne, on vous connaît. Après, c'est bon. Non, parce que je reviendrai sur le sujet. Oui. Non, c'est très technique. C'est que la salle Lumière, qui est donc le palais, la grande salle du Palais Festival, et la salle Debussy, qui est la deuxième grande salle, on passe de... Le tapis rouge chez l'auditorium Louis Lumière. Voilà. Et on passe de dehors à dedans, de dedans à dehors. Mais dès qu'on faisait 1 mètre dans le palais, alors il n'y avait pas de sanitaire. Parce que... Oui, mais la salle Louis Lumière, elle fait 2000 places. Non, parce que c'est considéré comme une salle de cinéma. Et les salles de cinéma, on peut aller au cinéma à l'UGC Normandie, qui est une salle de 800 places sur les Champs-Élysées, dans les mêmes conditions. C'est injuste ici, par rapport au théâtre. Dans les mêmes conditions. Mais la question de la discrimination, en effet, entre cinéma-culture et hôtel-restaurant, qui eux, en effet... d'ailleurs, les gens de cinéma, parce qu'on est un peu là-dessus tout le temps, mais même la attaquent le gouvernement pour discrimination, et ils pensent que, là ça parlait que de ça à Cannes, ils pensent qu'ils vont gagner, parce qu'en effet, on ne peut pas discriminer les gens en fonction de... Bon. Et nous, on avait entre 3 et 5 000 tests par jour. Alors, les premiers jours du festival, on avait 3-4 par jour seulement de cas positifs. Et à un moment, on est passé de 5 à 6, puis à 8. Là, le préfet a dit, ça monte. Bon, il y avait 30 000 personnes qui étaient là. Et puis un jour, le premier vendredi du festival, on a fait 0. Alors ça nous a donné quasiment... Bon. Mais le gouvernement avait annoncé que les tests étaient gratuits, puis payants. Et nous, on les a maintenus gratuits pour tout le monde. Ça va nous coûter 1,5 million d'euros. On enverra la facture à Roselyne. Et donc, on a été... Mais les gens ont été très, très sérieux, contrairement à ces imbéciles d'Américains qui faisaient des vidéos de la cérémonie d'ouverture, mais c'était pendant l'entracte, où les gens, en effet, avaient enlevé leur masque. Mais il est avéré, chez vous, chez nous, dans les stades de foot, sauf en Pologne, pendant l'Euro, mais il n'y a jamais eu un cluster dans une salle de spectacle ou dans une salle de cinéma. En tout cas, beaucoup moins, ou pas plus que dans les TGV. Bon. Donc, nous, vous avez eu de la chance quand même. Non, on a de la chance. Là, vous n'avez pas fait un peu pression? Non, on n'est pas du tout traité. Au contraire, on a eu des grosses bagarres. Non, par contre, là où on a eu de la chance, où on a su la saisir, ou en tout cas la provoquer, c'est qu'en octobre dernier, on a décidé de prendre des dates de report, dont la première était, et ça a été un gros cas de conscience, crève-cœur, de venir comme ça à cette date de juillet. C'était soit juillet, soit début septembre, on s'installait à la place de Venise, soit novembre, et bon, on a choisi le début juillet. On s'installait sur le territoire d'Avignon et du Tour de France, où je n'ai pas pu aller de l'été, ce qui est quand même un drame énorme. On sait que vous êtes sportif. Mais parce qu'on parlait des métiers. Nos métiers, c'est organiser Avignon aussi. Si Olivier n'était pas un créateur, il serait l'organisateur quand même. Et moi, je vais beaucoup, en effet, dans le domaine du sport, mais ça peut être aussi Paris Photo, ça peut être... on fait tous le même métier là où nous sommes, qui est celui d'organiser, ça peut être une épreuve sportive ou des projections. C'est la même chose.
Organiser le Tour de France ou le Festival de Cannes, Oui, parce c'est qu'il y a pareil. les mêmes. Bah oui, quand on nous dit ça s'est bien passé, oui, sur le plan sécurité, c'est la première des choses. Et évidemment, moi, il y a 25 ans, j'imaginais pas que je ferais des phrases pareilles. Ça s'est bien passé, c'est est-ce que les gens ont aimé les films ou pas. D'ailleurs, moi, j'étais réputé pour trop m'impliquer et m'énerver dès que quelqu'un me disait qu'il n'avait pas aimé, je le prenais pour moi. Un journaliste, Ça te fait pas entre ça, autres. toi, un peu? Bon, voilà. Non, pas forcément un journaliste, parce que bon, les journalistes, c'est des copains. Moi, j'adore parler avec les journalistes parce qu'ils sont comme moi, ils voient tous les films. Donc, on peut se parler. Tu sais que le pire, le contraire est presque pire. Quand tu programmes un film ou un spectacle qu'en fait tu n'as pas du tout aimé, mais que ça fait un grand succès. Ça arrive. Ah bah oui, il y a des films... Ça vous est arrivé pourquoi? C'était quoi la question là? La question, c'était que vous aviez eu de la chance quand même. Oui. Et alors, en effet, on a eu de la chance. Vous étiez au report. Oui, à partir du 30 juin, le gouvernement avait décidé qu'il y aurait 100% des jauges dans les salles, donc ça nous touchait positivement. Et en effet, mardi, tout change là, et nous, c'est fini. Et alors l'état de la production, Thierry, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez ressenti, le confinement, le Covid? Olivier Nora, mais Françoise pourrait dire la même chose, dit que quand même tous les manuscrits qu'il a reçus... Françoise Nyssen, pardon. Que tous les Ancienne manuscrits qu'il a reçus faisaient tous 800 pages. C'est-à-dire que comme les gens étaient en confinement, ils avaient le temps d'écrire. Et nous, c'était quasiment... C'est pareil, on a un tiers de la sélection qui était des films. On a mis plus de films cette année. On n'en a pas eu pendant 18 mois. C'était quand même bien d'en montrer. Et je reviens d'ailleurs aussi à la question du goût ou de notre positionnement de spectateur quand on sélectionne. Moi, je connais qu'une chose, et ce que je sais d'Olivier, c'est pareil, c'est la générosité. C'est-à-dire que entre ne pas faire et faire, on fait. Entre ne pas montrer et montrer, on montre. Il y a même, pour ça, aussi des films qu'on peut sélectionner en disant eh ben on va voir. On va voir si jamais personne n'y croit et qu'on y croit. Et nous, quand on voit qu'un Gaspar Noé, qu'un Paolo Sorrentino aujourd'hui sont surconsacrés, alors que leurs premiers films se sont fait vraiment endommagés à Cannes, à la fois on est content, en même temps on ne comprend toujours pas pourquoi les gens n'ont pas cette générosité de penser que quand on est un jeune cinéaste, on fait des expérimentations, des choses, et qu'il faut essayer de voir ce qu'il y a de prometteur dans une œuvre. Voilà. Et non, on a montré quelques films avec des gens avec des masques, ce qui, je pense, était une erreur, parce que dans 40 ans, les films seront vus, et les spectateurs diront pourquoi ils avaient des masques, parce qu'on aura oublié qu'en 2021, il y avait eu ça. Mais ils ont très très bien travaillé. Mais le fait qu'il y ait eu tant de films et que vous ayez voulu montrer tant de films, est-ce que la production va ralentir là maintenant? Oui, c'est un peu ce que disait aussi Olivier, c'est-à-dire que Est-ce que c'est pas inquiétant? Les conséquences seront plutôt pour 2022-2023, parce que là, les tournages ne se sont pas arrêtés, mais il y aura des embouteillages dans les salles, il y a des films qui vont être repoussés parce que les gens ont trop de films qui n'ont pas pu sortir, donc ils ne s'engagent plus derrière des projets. Et c'est en ce moment qu'ils ne s'engagent plus derrière un projet qui met 2 ans. Donc c'est en 23 qu'on aura, j'espère pas, mais qu'on aura peut-être des conséquences de raréfaction de cette qualité. Qu'en revanche, là, quasiment sur 2 années, alors c'est pas énormément plus de films qu'on a montré, mais enfin c'était assez physique cette année. La compétition, c'était 5 films de plus que d'habitude. Pour un jury, c'est 3 jours avec 3 films. C'est quand même éprouvant mentalement. Il faut aussi être capable de faire le vide pour se redévouer au film suivant. D'ailleurs, c'est très beau parce que l'acteur qui a gagné le prix de meilleure interprétation, l'acteur texan du film australien, a été montré le dernier jour. Donc ça veut vraiment dire que le jury s'est rendu disponible jusqu'au bout pour ça. Est-ce que vous imaginez, Olivier, un festival avec palmarès? Non. Absolument Pourquoi pas, parce que Jean Vilar a été très ferme sur cette question. Oui, mais Jean Vilar, il est mort en 71. Hein. On n'est pas obligé de lui être fidèle. J'aimerais qu'il ne soit pas mort. J'aimerais qu'il soit encore vivant, que ses idées soient encore vivantes.
Et, alors pourquoi pas de palmarès? Dans la doxa villarienne, en tout cas, c'était absolument interdit. Aussi parce qu'il y a une sorte d'histoire amusante, c'est que Avignon se construit beaucoup par rapport à Cannes. Cannes, c'est le capitalisme. Avignon, c'est l'engagement. Cannes, c'est les nœuds papillons. Avignon, c'est les shorts, sandales. Voilà, c'est les sandales. Et puis donc à Cannes, il y a un palmarès, donc il n'est pas question qu'il y en ait. Ah, vous avez conscience de ça aussi, Thierry? Que Cannes se construit non. Disons que Villars cite beaucoup Cannes. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de palmarès à Avignon. Après, peut-être que mon successeur aura une autre idée. Je ne suis pas contre l'idée des prix, par contre. Je pense que notamment le théâtre public mériterait de remercier de manière et de féliciter et de distinguer des hommes et des femmes qui ont fait des œuvres et qui ont consacré leur vie. Voilà. Mais pas sur le thème d'un palmarès. Je ne pense pas que la compétition aurait du sens. Je pense que ce serait très difficile à établir aussi parce que c'est du spectacle vivant et qu'on ne peut pas avoir une disponibilité des œuvres au même moment. Et vous, Thierry, un festival sans palmarès? C'est vrai que c'est étonnant de mesurer les œuvres d'art entre elles quand elles n'ont rien à voir. Et le coureur du 100 mètres, qui est plus rapide que son camarade, on sait, c'est clair, c'est net. C'est pour ça que je ne commente moi jamais les palmarès, parce qu'un groupe de 9 personnes qui donne un palmarès aurait peut-être rendu quelque chose de différent le jour d'avant, le jour d'après, et un autre groupe encore plus. Donc tout ça, en effet, vient... Alors au début, à Cannes, la Palme d'Or n'arrive qu'en 52, en 55, avec Marty oui, Marty. Non, c'est une histoire intéressante parce que c'est Burt Lancaster qui avait trop gagné d'argent et qui voulait faire un flop. Donc il voulait financer un truc pour payer moins d'impôts. Et il fait Marty avec Ernest Borgnine, qui n'était pas vraiment un premier rôle. Et le film gagne la première Palme d'Or à Cannes. Et donc est un succès énorme. Et donc Lancaster avait payé des impôts cette année-là. Donc, et au début, il y avait ce qu'on appelait des grands prix, mais c'était l'école des fans, tout le monde gagnait. Bon. Donc c'est pour ça que les premiers vainqueurs de Cannes, c'est Rome ville ouverte, La bataille du rail, enfin tous les grands films de l'après-guerre, de la libération. Mais je suis assez d'accord. En même temps, pourquoi c'est bien la compétition? Parce que, et heureusement qu'elle est là, parce que je me rattrape au fur et à mesure, c'est grâce à la presse. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait que la presse, il y a du suspense, oui. parle de ça. Et puis que le public va en salle suivre. Que le public va en salle après. parce que là, pour ne rien vous cacher, Catherine Deneuve, qui était dans un film hors compétition, elle me l'a dit. Le film d'Emmanuel Berco, Catherine, c'est une compétitrice. Elle aurait bien aimé être en compétition. Bon. Après, il y a aussi des contraintes de programmation. On ne peut pas mettre 30 films. Le film d'Emmanuel Berco pouvait tout à fait aller en compétition aussi. Donc, c'est aussi des... Vous êtes content de ce palmarès? Mais non, je viens de dire que je ne les commente jamais. Bah oui, mais quand même, vous pouvez peut-être, là. On est entre nous. Disons que le jury a fait preuve de... Non, il y a une idée de cinéma, très nette. Il n'y a pas de grands absents. Il y aurait... on aurait pu faire un palmarès sans ces films-là. Cyril qui aurait dit autre chose. Comment? Le Russe, Cyril Serebrennikov, qu'on connaît bien, puisque c'est un metteur en scène de théâtre qu'on a beaucoup vu à Avignon aussi. Ouais. Et ça a été... Alors, je reviens d'ailleurs sur un truc qu'a dit Olivier. Nous aussi, on a eu ça, c'est-à-dire l'émotion du public. Et là, on revient à... Vous ne me parlez pas du palmarès. Oui, là. après, je reviens. Mais non, mais c'est important parce que c'est le truc de l'année et que tu as peut-être... Vous êtes peut-être tous ensemble en train de vivre ici. Nous, on l'a vraiment vécu qu'au moment de l'ouverture, le film de Carax, qui est une œuvre très opératique, et puis l'idée de se retrouver là, alors qu'on n'était pas venu depuis un an, qui a eu de l'émotion, on s'y attendait. Mais ça a été à chaque projection. Nous, on a eu ça avec les trompettes. Voilà. C'est la première fois que les trompettes ont été applaudies. Voilà. Les trompettes de Jean Vilar, oui, de Maurice Jarre. Oui, nous, l'apparition du logo de Cannes avec la musique de Saint-Saëns Ouais. a été systématiquement Applaudi, applaudie à chaque séance. Et plein de gens n'étaient pas retournés au théâtre avant de revenir à Avignon, j'imagine. Nous, plein de gens, c'était la première fois qu'ils retournaient au cinéma. Donc, il y a tous ces débats, mais on préfère parler de la parité. Mais pour nous, c'est la question des plateformes. Parce que le théâtre, évidemment... Vous vouliez parler de Netflix, alors qu'est-ce que vous allez faire avec Netflix?
c'est pas qu'est-ce que nous allons faire avec Netflix, c'est qu'est-ce que Netflix va faire avec nous. C'est-à-dire qu'il faut réinverser. Je rappelle que c'est pas nous qui n'invitons pas Netflix, c'est Netflix qui ne veut pas venir. Mais je ne vais pas parler de Netflix, je vais parler globalement. Essayez d'expliquer un peu pourquoi. Non, c'est une histoire de. J'ai invité Netflix il y a 4 ans maintenant, avec 2 films en compétition. Et j'ai été évidemment très, très critiqué par les exploitants qui ne veulent pas entendre parler des plateformes. Et moi, je pensais que ce débat-là... Parce qu'on ne peut pas voir le film en salle. Parce que le film ne sort pas en salle. Et moi, je pensais que ce débat-là, qui est un débat mondial et fondamental, mais qui ramène aussi à Uber Eats et au restaurant, mais sur le cinéma, c'est un peu différent, pas sur le spectacle vivant. C'est-à-dire que j'ai beau dire que le cinéma, aller au cinéma, c'est comme aller au stade ou aller à un concert de Bruce Springsteen, on pourra me rétorquer que c'est quand même pas pareil. N'empêche que dans les trains, les gens voient des films sur les iPhones, moi aussi d'ailleurs, mais prenons le film de Martin Scorsese, The Irishman. Il fait le même métier comme cinéaste quand il tourne son film, mais c'est pas la même œuvre selon que vous la voyez à la télévision ou dans une salle. Bon. Et Netflix ne sort pas ses films. Ils disent qu'ils le font parce qu'ils achètent des salles aux États-Unis. Ils exposent leurs films, mais ils ne les exploitent pas. Or, rien ne vaut, ici aussi j'imagine, la rumeur, la clameur, l'amour, la détestation, tout ce qui fait qu'une œuvre existe et pour toujours. Un film pourtant, on ne garde plus tellement l'affiche au-delà de 3 semaines, mais il est là pour toujours. Sur Netflix, moi j'ai Netflix dans mon iPhone, il y a des films qui sont là pour toujours et pourtant ça dure 48 heures. C'est-à-dire que le film de David Fincher sur Mankiewicz, sur Herman Mankiewicz, le frère de Joseph, ça a duré 48 heures, l'espèce de rumeur. Et donc nous, la règle est que les films en compétition doivent sortir dans les salles françaises. C'est quand même pas une règle très contraignante. Ils ont 150 pays. Et là, ils étaient à Cannes, ils achètent plein de films, souvent, sauf les droits France, qui sont déjà pris. Donc je leur dis, quand vous produisez, vous avez les droits monde, vendez vos droits France et venez en compétition. Ils ne veulent pas. Et c'est les gens de cinéma d'ailleurs au départ, mais Netflix est quand même une invention extraordinaire, très très brillante. Alors que Amazon, et Dieu sait qu'on n'a pas envie de dire beaucoup de bien d'Amazon en général pour ce qu'ils font à la planète, au monde, Apple, HBO Max, toutes les autres grandes plateformes, Disney bien sûr, viennent à Cannes et acceptent de venir, soit en compétition et ils sortent les films, soit hors compétition, et là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est Netflix qui ne veut pas ça. Il faut dire qu'ils se sont fait chahuter il y a 4 ans, et officiellement, on ne veut pas créer de troubles. Vous regrettez ça ? Non, moi je ne regrette pas. D'abord, on a assez de films. Et puis, je ne pense pas qu'il faille s'américaniser en permanence. Je pense qu'il y a des festivals qui acceptent Netflix, qui acceptent un peu trop de choses, dont la Mostra. J'ai un désaccord avec la Mostra. Mais la Mostra n'a pas la même tradition. Berlusconi a détruit les circuits de salles en Italie. En France, on a toujours un extraordinaire, ici, dans ce légendaire Utopia. On a toujours ça. Et donc, nous, Cannes, on doit faire attention. Mais moi, je me suis aussi fait mal voir par les exploitants quand j'ai fait ce type d'expérience et quand je leur ouvre la porte. Or, je pense que par ailleurs, il faut aussi faire face, comme Lang l'a fait dans les années 80. On a réinventé le système français et on a pris 25 ans d'avance. Donc là, on est à presque 40 ans. Et il ne faudrait pas qu'on prenne du retard. Il faut bel et bien qu'on prenne la mesure de ce que sont les jeunes générations face aux images, les ramener dans les salles. Et la France est très bonne. Mais souvent, avec Tarantino, quand on parle, je lui dis, tu es trop pessimiste parce que tu es américain. Et lui me dit, toi, tu es trop optimiste parce que tu es français. Et parce qu'on n'a pas le même système. Mais c'est sûr que les 10 ans qui viennent, ça va être les grands débats de comment est-ce que l'œuvre cinématographique, dont autrefois il était très clair que c'était un film de cinéma montré sur un grand écran, en 35 mm, par un projecteur qui envoyait de la lumière. Maintenant, les expérimentations à Séoul, c'est que les écrans, il y aura plus de projecteurs. Donc on pourra faire des salles avec des poteaux parce qu'il n'y aura plus de problème de parallaxe, etc. Donc tout ça va changer beaucoup. L'image électronique va changer beaucoup. Moi, je considère qu'il vaut mieux aller au-devant
des débats qui nous attendent plutôt que de les subir et de voir les Américains dominer le monde. Mais vous ne m'avez pas dit pour le palmarès, et puis après je passe la palpable. Non, je trouve que c'est bien, techniquement, qu'une deuxième réalisatrice, surtout avec ce film-là, qui est un film de genre, dont on parlera, et vous pouvez aller le voir parce qu'il est en salle. C'est intéressant aussi parce qu'il est réalisé par une femme, ce film. S'il avait été réalisé par un homme, je pense que l'œuvre n'était pas la même, n'était pas lue de la même façon. Donc on revient à la question du regard féminin. Et puis non, il y a quelque chose d'une diversité de la création mondiale et de la création tout court, sur des films qui ne se ressemblent pas, où je trouve que ça dit assez bien ce que le cinéma est aujourd'hui. Avant de passer la parole au public, je voulais vous demander, Olivier Py, Thierry nous a donné un peu les angoisses sur ce que serait le cinéma dans 10 ans, le festival peut-être dans 10 ans, obligé de changer. Que sera le Festival d'Avignon dans 10 ans? Alors non, je crois qu'il n'y a pas du tout matière à angoisser. D'abord parce qu'il y a une génération qui a une véritable vocation de théâtre qui est magnifique. Je dirais qu'il y a plus de vocation. Mais il va évoluer le festival, comme va être condamné à évoluer le festival de Cannes? Évidemment qu'il va évoluer. Et vous savez comment? En partie, j'ai quelques pistes. Cette jeunesse dont je vous parle, qui a cette vocation-là, a évidemment un rapport avec les écrans complètement différent. Et je crois que l'année Covid a banalisé la captation et le streaming. Ça, c'est une des choses, en tout cas pour ce qui est de la captation. En tout cas, la porosité entre le vivant et l'image, elle n'a pas fini de s'inventer. Je pense qu'en termes de public, il va certainement y avoir aussi des grandes transformations. Il y en a déjà eu, évidemment. On n'a pas le public de Villars. La courbe démographique n'est pas du tout la même aujourd'hui. Je me dis que le gratuit pourrait être une piste, parce que c'est une chose sur laquelle j'étais un peu réticent. Là aussi, parce que je suivais la doxa villarienne en bon élève, et Villars n'aimait pas le gratuit. Et puis finalement, je me suis laissé convaincre, notamment par Badiou, avec votre feuilleton, de faire des expériences Hamlet. de gratuit. On joue Hamlet gratuitement. C'est une expérience vraiment extraordinaire. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question symbolique. Et je pense que dans le cas de cet Hamlet, la gratuité a conféré de la valeur à l'œuvre qu'on présentait. Ce qui n'aurait peut-être pas été vrai quelques années plus tôt, mais on est face à une génération qui a l'habitude d'une certaine gratuité, qui veut écouter de la musique gratuitement, qui veut voir des films gratuitement, et qui demande à la génération en charge de trouver les moyens, tout simplement, qu'ils aient accès à cette gratuité. Donc là, il y a, à mon avis, un enjeu qui est extrêmement important. Ensuite, la question sera bien sûr l'évolution du festival dans un présent que nous ne connaissons pas, parce que les surprises sont de plus en plus grandes, dans l'histoire s'accélérant, mais ce sera aussi la question de la fidélité du festival à lui-même. Et c'est beaucoup plus difficile que de suivre des événements de mode ou des événements de présent. Beaucoup, beaucoup plus difficile. Être fidèle au Festival d'Avignon... Ça veut dire quoi? Ça veut dire la démocratisation de la culture, en gros. Ça veut dire que Avignon est et doit rester le lieu où non seulement on éprouve une démocratisation de la culture, mais aussi où on la pense, et où on la repense, et où on invente des modes relationnels, des modes de relation au public, où cette démocratisation de la culture n'est pas simplement un 20 mots qu'on met dans les programmes pour plaire à nos tutelles. Là, il y a des choses qui se sont inventées. On en a inventé d'ailleurs pendant le festival. Comme vous savez, j'ai travaillé dans les prisons, j'ai imaginé des spectacles de décentralisation, j'ai accueilli pour la première fois au festival des spectacles pour les enfants. Ce sont aussi des vecteurs de démocratisation de la culture. Il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup, il y en aura d'inouïs, certains auxquels évidemment je n'aurais pas pensé. Je pense que Thiago Rodriguez, en tout cas, sera très sensible à cette question-là. Le Festival d'Avignon, à mon sens, est le lieu où l'idée qu'un service public de la culture est indispensable, pas à la culture, mais à la démocratie, chaque année retrouve des nouvelles forces argumentaires. Alors, si le festival continue à être cela, il sera fidèle à lui-même. S'il est une grande liste de spectacles élégants ou un grand marché du spectacle vivant, alors là, il ne sera plus fidèle à lui-même et je pense qu'on perdra une partie du public.
Avez-vous des questions à poser à Thierry Frémaux ou à Olivier Py? Vous pouvez lever la main si vous avez envie. Madame? Moi, je voudrais savoir si c'est un gros mot, puisque vous avez, M. Py, parlé de l'utopie et de Jean Vilar. Est-ce que c'est un gros mot de parler du off et de dire que l'esprit, la démocratisation, l'idée de mettre le théâtre, y compris d'ailleurs le théâtre classique, à la portée de tout le monde, est-ce que le off ne joue pas un rôle essentiel? Alors, je ne vois pas pourquoi le off serait un gros mot. C'est un mot que j'emploie très couramment. Enfin, j'emploie aussi beaucoup de gros mots, mais c'est pas la question. Donc, c'est pas un gros mot. Voilà, quand j'ai envie d'insulter quelqu'un, je le traite pas de off. C'est pas immédiat. Par contre, le in est un gros mot. C'est plutôt un surnom, parce que notre nom, c'est le Festival d'Avignon, et que quand même, j'en suis assez fier. Et que notre petit surnom du in m'amuse, mais il y a certains jours, j'aimerais rappeler que nous avons un très beau nom, qui est le Festival d'Avignon. Nous aussi, on a des sections parallèles. Voilà, vous avez aussi des sections parallèles. Je pense que le off ou les off a été un apport extrêmement important au festival. Il y a en tout cas un off, notamment avec les scènes permanentes, et nous faisons beaucoup de choses avec eux. Cette année, d'ailleurs, pour la première fois, nous avons une programmation commune avec les scènes permanentes d'Avignon. Il y a un off qui hérite très directement de cette idée de service public de la culture, et qui d'ailleurs est en partie subventionné. Et puis il y a un off qui, à mon avis, ne correspond absolument plus à l'idée que l'on se fait du Festival d'Avignon, et c'est un monde commercial dans lequel il y a une exploitation violente des artistes, dans lesquels les conditions de jeu, de programmation, d'accueil du public me semblent indignes de ce qu'on peut espérer ou attendre d'Avignon. Alors, ce n'est pas à moi à séparer le bon grain de l'ivraie, parce que je n'ai aucune prérogative sur le off. Il n'y a pas de direction au off, il y a des directions, et chacun est maître chez lui. Personnellement, je ne peux programmer que 50 spectacles. Donc je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de spectacles que je ne peux pas programmer, qui, malgré tout, viennent à Avignon et puissent rencontrer le public d'Avignon. Il y a des publics différents à Avignon, mais les études nous prouvent que la plupart des publics, en tout cas, vont assez librement, passent assez librement du in au off et du off au in. Voilà, je n'ai qu'une seule chose à désirer sur le off, c'est qu'il soit de la meilleure qualité qu'il soit, le plus fidèle à l'idée que je me fais du théâtre, et que surtout les conditions d'accueil des artistes ne soient pas l'exploitation d'une certaine précarité, d'une certaine misère. Une autre question? Mademoiselle? Bonjour, j'avais une question pour Thierry Frémaux, justement sur la question des sections parallèles. Cette année, il me semble que vous avez une section parallèle dédiée au climat, notamment avec le film de Flore Vasseur et de Cyril Dion. Et justement, je me posais la question, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que une palme d'or, elle n'est pas c'est pas super qu'une femme ait une palme d'or, c'est qu'il y a un artiste derrière, une artiste en particulier. Et je me demandais si ces sections parallèles-là n'allaient pas désacraliser un peu l'aspect cinématographique de ces films-là, comme par exemple, parfois, les gens peuvent confondre le documentaire avec le reportage. Pourquoi ces films-là ne sont pas mêlés à d'autres catégories? Pourquoi vouloir créer une catégorie dédiée au climat? Oui, vous avez raison. Alors c'était une section éphémère pour cette année. Et là, évidemment, on sait très bien qu'elle ne sera pas éphémère. En tout cas, que la question n'est pas éphémère, celle du réchauffement climatique. Alors, pour bien qu'on comprenne, Cannes, il y a la sélection officielle à l'intérieur de laquelle il y a, ce que je disais tout à l'heure, compétition, hors compétition, séance spéciale, un certain regard. Les deux sections parallèles, d'ailleurs, ça s'appelle section, le reste c'est de la sélection, c'est la semaine de la critique, qui a officiellement fait 7 films, maintenant ils en sont à 10-12, qui a été fondée en 1962, et l'autre c'est la quinzaine des réalisateurs, qui a été fondée en 69, après 68, à un moment où le festival officiel, et en effet j'ai bien senti dans ce que tu dis, à travers ce que tu dis, qu'on est toujours soupçonné d'être officiel,
d'être trop officiel, le festival officiel. Il était de bon ton de dire que dans les années 70, sauf que vous regardez, c'était les découvertes de Wim Wenders, de Fassbinder, etc. Il n'était pas si officiel que ça, mais l'image était plutôt dans un moment post-68 à la quinzaine des réalisateurs et qui existent toujours. Et on s'entend très bien. Et quand on ne s'entend pas, je leur dis, allez faire présenter vos films en janvier et à Dunkerque. J'ai rien contre Dunkerque. Comme ça, voilà. Mais parce que, évidemment, tout ça, c'est la même chose. Bon, j'aurais pu dire Bourgoin-Jallieu, mais parce que c'est chez moi. Mais donc, voilà. Alors, cette année, le festival a fait, alors ça, c'est autre chose, on revient à la question de l'organisation des grands événements. On a, à notre tour, mais dans le cinéma, les premiers, essayé de questionner nos propres pratiques sur la question du réchauffement climatique, de parvenir à faire de Cannes une destination neutre sur le plan carbone. Donc tout le monde vient du monde entier et quelques-uns viennent en avion privé, même si Leonardo DiCaprio, qui est un homme qui se bagarre beaucoup pour le climat, on avait montré un de ses films qui s'appelait La 11e heure, un documentaire qu'il avait produit sur la question climatique. Et évidemment, à la conférence de presse, les gens lui avaient dit « Vous produisez ça, mais comment est-ce que vous êtes venu de New York ?» Et il avait dit « En train ». Donc, bon. Mais donc on a questionné nos pratiques. On a demandé 25 € à chaque accrédité, et puis le festival lui-même a investi 500 000 € pour des projets de reforestation, etc. Enfin, il y a plein de gens très très savants qui se sont occupés de ça pour nous. Nous, au départ, le tapis était changé 3 fois par jour. Il était en matière non recyclable. Le tapis rouge. Le tapis rouge. Et il gisait dans des déchetteries aux alentours de Cannes. Et on est venu nous emmerder là-dessus. Et ils avaient raison. C'est comme... Pardon, je ne compare pas, mais c'est comme pour la question de la présence des réalisatrices. Et non, les comparer à un tapis, c'est pas terrible, Thierry. Non, mais c'est comme... oui. Non, mais c'est comme on a d'autres prix. Vous savez, il y a la Queer Palm, et il y a la Palme Dog. Bon, la Palme Dog, c'est quoi? C'est la palme du chien. C'est Tilda Swinton qui a gagné, parce que dans 2 films dans lesquels elle a un chien. Donc c'est des types qui récompensent. En général, c'est Kaurismäki. Il y a toujours un chien dans les films de Kaurismäki. C'est toujours lui qui prend la Palme Dog. Bon. Bref, donc il y a plein de prix. Pardon. Et là, on s'est dit, c'est bien de faire tout ça, mais il y a aussi des cinéastes comme Lanceur d'alerte, Cyril Dion dont vous parlez avec Mélanie Laurent, qui avait fait ce film Demain, et qui est un film qui a fait 1 200 000 entrées, donc qui avait eu quand même un impact. On avait montré le film d'Al Gore en 2007, qui est allé jusqu'à l'Oscar du meilleur film, qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire. C'était pas un film qui avait des grandes qualités de cinéma. D'ailleurs, on s'était fait un peu reprocher, sauf que nous, c'était pour la cause. Alors après, non, on n'aurait pas montré ces films-là parce qu'il n'y avait pas la place. Mais c'était des films, c'était de très bons films. Et on a évidemment une considération pour le documentaire qui d'ailleurs est du cinéma. Il y a du documentaire d'auteur. Mais là, c'était l'occasion de pouvoir les montrer en faisant et de leur donner une lumière, un écho pour au moment de leur sortie, en opérant d'ailleurs une classification entre les films catastrophistes. Il y avait un film chinois, un film indien. Là, vous sortez de là, vous avez vraiment peur. Et à juste titre, c'est à ça que ça sert. Un film de Aïssa Maïga qui est allé tourner au Mali pour montrer que ceux qui sont ô combien pas responsables du réchauffement climatique, un petit village au Mali, en sont les premiers touchés. 2 documentaires avec la jeunesse de type Greta Thunberg, celui de Cyril Dion et Fleur Vasseur, magnifique film qui dit que nos enfants nous feront cadeau de rien du tout, comme la comédie générationnelle de Louis Garrel, qui est aussi une comédie, dernier scénario de Jean-Claude Carrière, film formidable, très court mais très marrant. Et puis l'expédition dont Sylvain Tesson avait tiré La Panthère des Neiges, en fait ça a été filmé et il y a un très beau film qui a été fait et dans lequel il est, et qui a dit la beauté du monde, parce qu'il fallait aussi ça, il faut être catastrophiste et aussi dire que le monde est splendide et que le cinéma sert aussi à en montrer la beauté. Et l'an prochain, on aura de quoi faire. Alors, on ne le met pas à côté, mais là, on voulait le singulariser pour dire
que la question climatique, et on ne pensait même pas que ce serait à ce point en Allemagne, en Belgique ou au Canada. Une autre question? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question relative au Festival d'Avignon. Et voilà, c'est ma première visite. Et je trouve qu'il y a une grande disparité au niveau des prix des spectacles. Donc, je voulais savoir par rapport à ça si c'était vous, enfin pas vous qui fixiez les prix, mais si chacun était libre de fixer ses prix. Et Non, je pense que vous confondez encore une fois le off et le Festival d'Avignon. Il n'y a pas une grande disparité dans les prix au Festival d'Avignon, en tout cas. dans le off, en tout cas, oui. Ah oui, je n'ai Ah aucune oui, mais prérogative sur le off, madame. Je vous assure. Il n'y a aucune responsabilité sur le off. En tout cas, au festival, là, il y a une fourchette de prix qui est assez étroite, à vrai dire, puisque ça monte guère plus, je crois, de 36 € dans la cour pour les meilleures places. Donc, c'est vraiment très peu cher. 40, proche de 40 maintenant. Par ailleurs, nous avons cette année fait des nouvelles propositions tarifaires extrêmement importantes, puisque quand on a moins de 25 ans, qu'on est bénéficiaire des minima sociaux, qu'on est chômeur, on peut avoir tous les spectacles à 10 € et on a les places parce que ces places ont été contingentées et c'est vrai aussi pour les étudiants. Par ailleurs, il y a aussi une disparité puisque en ce qui me concerne, mon spectacle est gratuit et il y a même un guide de ce que vous pouvez voir gratuitement au festival. Il y a aussi un guide qui s'adresse uniquement aux enfants, qui est le guide du festival pour les enfants, avec des choses formidables, des jeux, des objets pédagogiques, et qui dit aussi ce que vous pouvez faire avec les petits. Voilà pour ce qui est de la disparité. Qu'il y ait des salles qui fassent payer leur entrée très chère, là, vraiment, c'est tout à fait au-delà de ma responsabilité. Et je pense que vous désignez, bien sûr, un festival off strictement commercial, souvent dédié à l'humour, qui lui-même est très riche, d'ailleurs, et qui fait payer aussi très cher, et qui, à mon avis, rompt absolument avec l'idée qu'on peut se faire du Festival d'Avignon, au sens où Jean Vilar en a été le créateur. Une autre question? Madame? Mademoiselle? Bonjour, alors comme on l'a dit, au Festival d'Avignon, c'est principalement un festival de théâtre, mais il y a quand même les territoires cinématographiques. Et je voulais savoir si le Festival de Cannes s'intéressait aussi au théâtre et à la relation entre théâtre et cinéma. Non. Hélas. Alors, cette année, grâce à Fabienne et Télérama, grâce à Olivier, on a pu faire des ponts. Isabelle Huppert est venue, puisqu'elle a ouvert ici le festival. Elle est venue aussi passer une journée avec nous. Elle a donné un rendez-vous, c'est comme ça que s'appellent nos masterclass, parce qu'on n'aime pas bien ce mot de masterclass, ou de leçons de cinéma, parce qui commençaient toutes par « je n'ai aucune leçon à donner ». Donc, oui, donc, et elle est venue évoquer non pas sa carrière, mais ce qu'est d'être actrice de cinéma ou d'être comédien de théâtre, parce qu'il y a souvent cette distinction sémantique, et elle-même incarne vraiment ces deux existences-là. Kirill Serebrennikov, le cinéaste russe dont on a montré le troisième film, enfin pour la troisième fois à Cannes et pour la deuxième fois en compétition, le film, qui est assigné à résidence à Moscou, donc qui n'a pas pu venir, est un metteur en scène de théâtre. Donc il y a quand même ce genre d'aller-retour. Puis il y a le spectacle hongrois, dont il y a évolution. De Cornel Mongusco, absolument. Donc il y a ça, mais par des œuvres cinématographiques. Moi, je regrette, on le fait un peu plus à Lyon parce qu'on a plus de temps, mais j'adore ici l'idée qu'un comédien vienne faire des lectures. J'imagine que ce n'est pas non plus une préparation qui est aussi gigantesque. Et à Cannes, on a plein de comédiens qui sont là et dont ce serait formidable de les entendre parler, dire des choses. Et on ne peut pas, parce que dans la cavalcade permanente, qui sont les projections, les conférences de presse, les press junkets, cette espèce de mot affreux. C'est quoi ça? Press junket, c'est on s'assoit sur une chaise et puis les journalistes du monde entier défilent et c'est 10 minutes chacun. Et puis il y a l'attaché de presse qui vient, qui fait clap de fin, et eux ils sont là comme des machines à répéter les mêmes trucs. Mais à l'époque, et Robert Benayoun avait avec Jerry Lewis mis tout le festival en retard, parce que Jerry Lewis avait fait un show, les conférences de presse c'était le grand rendez-vous. Aujourd'hui, les conférences de presse à Cannes sont moins suivies parce que chaque télé, chaque journaliste veut son entretien. Et souvent, et une partie
quelques vénérables signatures, ne vont plus en conférence de presse, et quand ils y vont, ils ne posent pas les questions, parce qu'ils ne vont quand même pas s'abaisser avec leurs collègues à poser les questions. Alors qu'avant... C'est pas s'abaisser, c'est avoir peur que le confrère prenne sa réponse pour son journal. Oui, absolument, peut-être. Il y a quelque chose, en tout cas, qui était plus collectif, disons, à l'époque, qui l'est moins. Et sur le théâtre, non, on n'a pas le temps. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu quelques années, en 50, où le Festival de Cannes durait 3 semaines. Et il y avait un break d'une journée. Et pourquoi 11 jours? Et tout le monde partait dans les îles manger. Et puis revenait. Ça ferait du bien de couper un peu. Mais pourquoi c'est si court? Avignon, c'est beaucoup plus long. Mais on nous dit même que Cannes est trop long. Ah bon? Et c'est vrai que je vais me servir de ça, tiens. Pour dire... Pourquoi? Parce que c'est vraiment très... parce que... Pourquoi trop long, trop court? D'abord, Cannes est en mai, c'est pas en juillet, donc peut-être que parmi vous, pas aujourd'hui, mais il y a des gens qui prennent leurs vacances pour aller au Festival d'Avignon. Alors qu'en mai, c'est moins le cas.